Le Royal Opera House scintillait comme un écrin le soir du 15 avril 1815, ses lustres jetant une lumière dorée sur le monde, à la mode de la société londonienne rassemblée, et Miss Eleanor Pembroke était assise, raide sur son siège, essayant désespérément de reprendre son souffle. La robe bleu pâle qu'elle portait, empruntée au rebut de sa cousine Lady Catherine Ashford, ne lui avait jamais été correctement ajustée, mais ce soir elle semblait déterminée à l'étouffer, les baleines de son corset s'enfonçant dans ses côtes avec une cruauté qui faisait de chaque respiration superficielle un effort conscient. Catherine avait insisté pour que sa femme de chambre laisse Eleanor plus serrée ce matin, ses yeux froids parcourant la silhouette simple d'Eleanor avec un dégoût manifeste, tandis qu'elle murmurait quelque chose sur le fait de ne pas déshonorer la famille le soir de la première. Eleanor avait 28 ans, une vieille fille et une parente pauvre qui vivait de la charité des Ashford depuis 5 longues années, depuis que la mort de ses parents l'avait laissée sans le sou. Et elle avait appris que la gratitude signifiait le silence, même quand on ne pouvait pas respirer. L'opéra bourdonnait de conversations, des dames en soie et bijoux s'éventant nonchalamment, tandis que les messieurs paradaient dans leur tenue de soirée, et Eleanor se sentait invisible parmi eux, une ombre en bleu délavé tandis que Catherine flamboyait à ses côtés en soie cramoisie, tenant salon avec Lord Charles Ashford et leur cercle d'admirateurs. L'orchestre commença à accorder ses instruments, les notes discordantes se résolvant lentement en harmonie, et Eleanor sentit sa vision commencer à se brouiller sur les bords, des points noirs dansant devant ses yeux. Elle pressa une main gantée contre son corset, se forçant à endurer, car provoquer une scène signifierait le mécontentement de Catherine, et c'était un prix qu'elle avait appris être bien trop coûteux à payer. De l'autre côté du théâtre, dans la loge du duc, Alexander Sinclair se prélassait avec une expression d'ennui profond, ses yeux sombres balayant la foule en contrebas avec la résignation lasse d'un homme qui avait assisté à trop de soirées de ce genre et les avait toutes trouvées également fastidieuses. À 34 ans, le duc de Sinclair possédait à la fois la richesse et le titre suffisant pour l'excuser de ses représentations, mais le devoir et les attentes sociales liaient même les ducs, et il était donc venu, son esprit déjà vagabondant vers le livre qui l'attendait dans son bureau. Mais son regard s'accrocha alors à quelque chose d'inhabituel. Une jeune femme en bleu pâle, assise anormalement immobile dans la loge des Ashford, le visage d'une blancheur de craie, sa poitrine bougeante à peine. Il se redressa légèrement, son attention captée par l'anormalité de sa posture, la façon dont sa main agrippait son corsage. Le rideau se leva, et la musique glorieuse de Mozart emplit l'espace, la voix de la soprano s'élevant dans la première aria, et Eleanor sentit la pièce basculer alors que son corset semblait se resserrer davantage, écrasant l'air de ses poumons. Elle essaya de se concentrer sur la scène, sur n'importe quoi d'autre que la pression écrasante et le rugissement dans ses oreilles. Mais l'obscurité s'insinuait maintenant de tous les côtés, et sa dernière pensée consciente avant de commencer à tomber fut qu'elle espérait, désespérément, que son effondrement n'embarrasserait pas trop terriblement Catherine. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Eleanor se sentit tomber en avant, son corps n'obéissant plus à ses ordres, et dans le dernier fragment de conscience, avant que l'obscurité ne la réclame complètement, elle entendit la voix de la soprano s'élever à une hauteur impossible tandis que le monde basculait et tournait. Elle s'effondra sur la balustrade de velours rembourrée de la loge, ses jupes bleu pâle s'emmêlant autour de ses jambes, et le son qui s'échappa de ses lèvres était à peine humain, un sifflement désespéré qui ne transportait pas d'air, car il n'y avait plus d'air dans ses poumons écrasés. Catherine haleta à côté d'elle, non pas d'inquiétude, mais d'horreur, sa main gantée volant vers sa bouche,
alors qu'elle reculait devant la forme prostrée d'Eleanor, comme si l'inconscience était en quelque sorte contagieuse ou offensante. La musique faiblit, les violons s'éteignant dans un silence incertain, alors que la soprano s'arrêtait au milieu d'une phrase, et une vague de murmures choqués se propagea dans le théâtre comme un feu de forêt dans l'herbe sèche. Les dames levèrent leurs lorgnettes non pas pour regarder la scène, mais pour examiner le spectacle de l'effondrement de Miss Pembroke, leur visage illuminé d'une fascination scandalisée, tandis que les messieurs murmuraient derrière leurs mains et ne faisaient aucun geste pour offrir de l'aide. Lord Charles Ashford resta figé, son expression partagée entre l'embarras et l'indécision, calculant clairement si reconnaître publiquement la parente pauvre de sa femme serait plus préjudiciable que de l'ignorer entièrement, et la réponse à laquelle il parvint fut évidente dans son immobilité persistante. Dans la loge de l'autre côté du théâtre, Alexander était déjà en mouvement avant que la pensée consciente ne rattrape l'instinct, son corps répondant à l'anormalité de la scène avec une décision qui avait été affinée par des années à porter la responsabilité des autres. Il vit ce que personne d'autre ne semblait remarquer, que la jeune femme ne s'évanouissait pas simplement dans une démonstration affectée, mais qu'elle était véritablement en train de mourir, ses lèvres prenant une teinte bleutée même à cette distance, sa poitrine totalement immobile sous le corsage étroitement ajusté. Il enjamba la balustrade de sa loge avec un athlétisme qui aurait semblé indigne d'un duc si quelqu'un n'avait été en position de commenter, atterrissant dans l'allée en contrebas avec un pied sûr avant de se diriger rapidement vers la loge des Ashford. La foule s'écarta devant lui automatiquement, le rang et la prestance créant un chemin là où l'humanité commune avait échoué. Et il était vaguement conscient des murmures croissants qui suivaient sa progression, la spéculation et le choc se mêlant à l'air chargé. Il atteignit la loge des Ashford en quelques secondes qui parurent des heures, bousculant Charles sans cérémonie et tombant à genoux à côté de la forme effondrée d'Eleanor. Son visage était cireux, les lèvres entr'ouvertes dans un halètement silencieux, et lorsqu'il pressa ses doigts contre sa gorge, le pouls qu'il trouva était filant et rapide, son corps luttant désespérément pour l'oxygène qu'il ne pouvait pas aspirer. Alexander avait déjà vu des blessures causées par des corsets, avait écouté des médecins discuter de la pratique barbare du lassage serré et de ses conséquences médicales. Et il comprit avec une parfaite clarté que les convenances tueraient cette femme si quelqu'un n'agissait pas immédiatement. Il leva les yeux vers Catherine, dont les soies cramoisies semblaient flamboyer d'un feu accusateur dans la lumière dorée, et sa voix, quand il parla, était froide d'une fureur contrôlée. « Il lui faut de l'air, maintenant, » dit-il platement, puis, sans attendre la permission ou la protestation, il tendit la main vers les attaches de la robe d'Eleanor. Le cri de protestation de Catherine déchira le silence comme un couteau. « Votre grâce, vous ne pouvez pas... » Les convenances, mais Alexander l'ignora totalement, ses doigts travaillant avec une précision rapide sur les minuscules boutons qui couraient le long de la colonne vertébrale d'Eleanor, tandis que tout le théâtre regardait, figé d'horreur. Ses mouvements étaient cliniques, efficaces, le geste d'un homme qui comprenait que les secondes comptaient plus que la réputation, et il écarta le tissu de son corsage pour révéler le corset en dessous, lacé si étroitement que les cordons avaient créé de profondes rainures dans le matériau. Le hoquet collectif qui s'éleva de l'audience assemblée était presque musical dans son choc synchronisé, les dames agrippant leurs éventails comme si elles étaient elles-mêmes déshabillées, les messieurs détournant les yeux avec une fascination scandalisée tout en regardant simultanément à travers les interstices de leurs doigts. La mâchoire d'Alexander se contracta en voyant la véritable étendue du lassage barbare, les cordons tirés si cruellement serrés qu'ils avaient comprimé la cage thoracique d'Eleanor à un degré contre nature, et sans hésitation. Il sortit un petit couteau de sa botte et trancha les lacets en 3 coupes rapides. Le corset s'ouvrit brusquement comme un piège libérant sa victime,
et pendant un terrible instant, Eleanor resta totalement immobile, son corps si affamé d'air qu'il semblait avoir oublié comment respirer. Puis sa poitrine se dilata dans un halètement soudain et désespéré. Un son qui était à moitié sanglot et à moitié soulagement, et la couleur commença à revenir sur ses lèvres bleutées alors que l'oxygène atteignait enfin ses poumons affamés. Alexander la recueillit contre sa poitrine, soutenant son poids tandis que sa respiration se normalisait. Passant de halètements désespérés à des inspirations frissonnantes, et il était conscient, dans une partie lointaine de son esprit, qu'il tenait une jeune femme dans un état de déshabillé choquant devant l'ensemble de la société londonienne, mais il constata qu'il ne parvenait pas à s'en soucier le moins du monde. Catherine protestait toujours, sa voix stridente d'indignation à propos du scandale, de la honte et de ce que les gens diraient, et Alexander tourna la tête pour la regarder, avec une fureur si froide qu'elle recula d'un pas, ses soies cramoisies bruissantes. Cette femme a failli mourir parce que la vanité exigeait qu'elle soit lacée dans une prison, dit-il, sa voix portant clairement à travers le théâtre silencieux. Et si les convenances accordent plus de valeur à l'apparence qu'à la vie, alors au diable les convenances. Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, des ondes de murmures choqués se propageant vers l'extérieur à travers les loges et les galeries, et Alexander était vaguement conscient qu'il venait de créer un scandale dont on discuterait pendant des mois, voire des années. Eleanor remua dans ses bras, un petit son confus s'échappant de ses lèvres, et il la regarda avec une expression qui passa immédiatement de la fureur à l'inquiétude. Ses yeux s'entr'ouvrirent, flous et déconcertés, et il regarda la conscience revenir lentement sur son visage, suivi immédiatement par la mortification alors qu'elle réalisait son état de déshabillé et les centaines d'yeux fixés sur elle. « Doucement, murmura-t-il, sa voix basse et destinée à elle seule. « Vous êtes en sécurité maintenant. Respirez simplement. » Autour d'eux, le théâtre restait figé en tableau, la scène abandonnée. Les musiciens agrippant leurs instruments avec incertitude, et à ce moment-là, Alexander Sinclair prit une décision qui allait changer le cours de deux vies, sa main se resserrant protectricement autour des épaules d'Eleanor alors qu'il se préparait à l'emporter de ce lieu de jugement vers quelque chose qui pourrait, avec du temps et des soins, devenir le salut. Les yeux d'Eleanor se focalisèrent lentement, la lueur dorée du lustre au-dessus se fragmentant en éclats de lumière qui se résolurent progressivement en les visages qui la regardaient, et la première pensée claire qui perça sa confusion ne fut pas une préoccupation pour sa santé, mais une mortification absolue que des centaines de personnes soient témoins de sa disgrâce. Elle était allongée dans les bras de quelqu'un, réalisa-t-elle avec une horreur naissante. Tenue contre une large poitrine dans une position d'une intimité choquante, et quand elle essaya de bouger, son corps protesta par des douleurs vives qui irradiaient de ses côtes. Le visage au-dessus d'elle devint net, des traits forts, marqués par l'inquiétude, des yeux gris qui contenaient quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, et elle comprit avec un choc qu'il s'agissait du duc de Sinclair, un homme si loin au-dessus de sa condition qu'elle n'avait jamais imaginé lui parler, encore moins être bercée contre lui tandis que ses vêtements pendaient ouverts en désordre. Elle essaya de parler, de s'excuser, d'expliquer, mais sa gorge était à vif et le seul son qui sortit fut un gémissement mortifiant. Son expression s'adoucit immédiatement, ses yeux gris s'échauffant de quelque chose qui ressemblait presque à de la tendresse, et sa voix, quand il parla, était basse et destinée uniquement à ses oreilles, malgré les centaines qui tendaient l'oreille pour entendre. « Vous êtes en sécurité maintenant, Miss Pembroke. Respirez simplement. Tout le reste peut attendre. » Le son de son nom sur ses lèvres la surprit, la réalisation qu'il savait qui elle était étant en quelque sorte plus choquante que tout ce qui s'était passé. Et elle devint soudainement consciente de son apparence, sa robe empruntée béante,
ses cheveux tombant de leurs épingles, son visage sans doute marbré et enflé par le manque d'oxygène. Elle essaya à nouveau de bouger, de se dégager, de sauver un minuscule fragment de dignité, mais son bras se resserra autour de ses épaules avec une douce fermeté. « N'essayez pas de vous lever pour l'instant, dit-il doucement. Votre corps a besoin de temps pour récupérer. » Autour d'eux, le théâtre restait suspendu dans un silence stupéfait, le choc ayant cédé la place à une fascination avide, alors que la société assistait au tableau impossible d'un duc berçant une personne de peu avec une tendresse protectrice. Eleanor aperçut Catherine, debout, rigide de fureur et d'humiliation, ses soies cramoisies semblant vibrer d'indignation. Et le regard que sa cousine lui lança était si venimeux qu'Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux. Alexander suivit son regard, et sa mâchoire se contracta, sa main libre se dégageant de son habit de soirée, qu'il drapa ensuite soigneusement autour des épaules d'Eleanor, couvrant son corset exposé et son corsage en désordre d'un tissu qui sentait la bergamote et quelque chose de propre et de masculin. Le geste était si inattendu, si inconsidérément aimable, qu'Eleanor sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, l'émotion s'engouffrant dans la fissure avec une intensité douloureuse. « Je suis désolée », parvint-elle à murmurer, bien qu'elle n'aurait pu dire si elle s'excusait auprès de lui, de Catherine ou de la foule assemblée. Alexander la regarda avec une expression qui contenait quelque chose de féroce et de protecteur. « Vous n'avez absolument rien à vous excuser, » dit-il fermement, puis, sans demander la permission, ni attendre de protestation, il se leva d'un seul mouvement fluide, la soulevant avec lui comme si elle ne pesait rien du tout. Eleanor haleta, ses mains s'agrippant instinctivement à ses épaules pour garder l'équilibre, et elle entendit le bourdonnement renouvelé de murmures choqués se répandre en cascade dans le théâtre alors qu'il se tournait vers la sortie, la tenant fermement dans ses bras. Une voix s'éleva de quelque part dans la foule, parlant de convenance et de scandale, et Alexander l'ignora totalement, son pas ne faiblissant jamais alors qu'il la transportait en bas des marches de la loge des Ashford. Elle devrait protester, pensa Eleanor de loin, devrait insister pour marcher, devrait faire quelque chose pour minimiser le spectacle, mais son corps semblait désossé et étrange, ses côtes douloureuses à chaque respiration, et la force solide de ses bras ressemblait à la première sécurité qu'elle avait connue depuis des années. Ils atteignirent le couloir principal et Alexander s'arrêta, ses yeux balayant la foule qui s'agitait jusqu'à ce qu'ils se fixent sur quelqu'un, et Eleanor tourna la tête pour voir Mrs. Martha Beaumont se hâter vers eux, son visage aimable plissé par l'inquiétude. Mrs. Beaumont les rejoignit légèrement essoufflée, sa main se posant immédiatement sur le front d'Eleanor. « La pauvre enfant, » dit-elle doucement, « que vous ont-ils fait? » La voix d'Alexander, lorsqu'il s'adressa à elle, était respectueuse, mais n'admettait aucune discussion. « J'emmène Miss Pembroke à ma résidence où mon médecin pourra s'occuper d'elle. Nous accompagnerez-vous en tant que chaperon. » Mrs. Beaumont n'hésita pas un seul instant. « Bien sûr, Votre Grâce. Absolument. » Derrière eux, la voix de Catherine retentit, aiguë de panique et de fureur, appelant le nom d'Eleanor. Exigeant qu'elle revienne sur le champ, mais Alexander se contenta de changer sa prise et de continuer vers la sortie, emportant Eleanor loin du jugement vers quelque chose qui ressemblait incroyablement à un sauvetage. St. Clair House, sur Berkeley Square, se dressait, élégante et imposante sous la lumière des lampadaires, tandis que la voiture d'Alexander s'arrêtait devant son entrée, et Eleanor se retrouva portée sur les marches de marbre, toujours enveloppée dans l'habit de soirée du duc, tandis que Mrs. Beaumont suivait de près, ses mains inquiètes voletant près du visage pâle d'Eleanor. Le hall d'entrée flamboyait de la lumière d'un lustre en cristal qui projetait des ombres dansantes sur les murs tapissés de portraits d'ancêtres St. Clair, qui semblaient regarder avec un jugement austère la jeune femme débraillée transportée à travers leur domaine
et Eleanor sentit la mortification l'envahir à nouveau alors que des domestiques en livrée apparaissaient aux portes avec des expressions de choc soigneusement contrôlées. Alexander donna des instructions discrètes à un grand homme qui se matérialisa à son coude, sa voix calme et autoritaire, alors qu'il demandait que le docteur Harrison soit convoqué immédiatement et que du thé soit préparé. Puis il transportait Eleanor à travers une porte dans une pièce qui sentait le cuir, le vieux papier et la fumée de bois. Le bureau l'enveloppa comme une étreinte, tout en lambris sombres et en bibliothèque du sol au plafond, remplie de volumes dont les titres dorés captaient la lumière du feu. Et Alexander la déposa avec une douceur surprenante sur un profond canapé en cuir positionné près de l'âtre où les flammes crépitaient d'une chaleur accueillante. Mrs. Beaumont fut là instantanément, plaçant des coussins derrière le dos d'Eleanor et s'affairant avec le manteau toujours drapé sur ses épaules, et Eleanor s'aperçut dans le miroir au-dessus de la cheminée, les cheveux en mèches emmêlées, le visage marbré et enflé, la robe bleu pâle empruntée béante sous le manteau noir d'Alexander. Elle détourna rapidement les yeux, l'humiliation lui brûlant la gorge, et prit conscience qu'Alexander s'était agenouillé à côté du canapé, ses yeux gris étudiant son visage avec une intensité qui lui donnait envie de se cacher. « Comment vous sentez-vous, Miss Pembroke » demanda-t-il doucement. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait qu'il se souciait réellement de la réponse plutôt que de demander par simple politesse. Eleanor ouvrit la bouche pour dire qu'elle allait bien, pour s'excuser à nouveau, pour lui demander pardon pour le terrible dérangement, mais ce qui sortit à la place fut un murmure tremblant. « Mes côtes me font terriblement mal. » L'expression d'Alexander s'assombrit et il jeta un coup d'œil vers Mrs. Beaumont qui s'était installée dans un fauteuil voisin. « Le lassage, » dit-il d'un air sombre. « Il était assez serré pour briser un os. Je n'ai jamais rien vu de si barbare. » Mrs. Beaumont émit un petit son affligé et s'avança pour tapoter la main d'Eleanor. « La pauvre chérie vit avec Lady Catherine Ashford ces 5 dernières années, en tant que parente pauvre, » dit-elle doucement. Et il y avait dans son ton quelque chose qui exprimait des mondes de sens en ces quelques mots. Eleanor vit la compréhension traverser le visage d'Alexander, suivi de quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la colère. Et elle voulut protester que ce n'était pas si terrible, que Catherine lui avait fourni un foyer quand elle n'avait nulle part où aller, mais les mots moururent sans être prononcés, car ils auraient été des mensonges. Un domestique apparut, portant un plateau de thé dont Mrs. Beaumont se chargea avec une efficacité compétente, et Eleanor accepta la délicate tasse avec des mains tremblantes, la chaleur s'infiltrant dans ses doigts froids, tandis que le liquide parfumé apaisait sa gorge à vif. Alexander s'était levé et se tenait maintenant avec un bras posé sur la cheminée. La lumière du feu jouant sur des traits qui semblaient sculptés dans le granit, et quand il parla, sa voix était mesurée mais elle pouvait entendre une fureur qui couvait sous la surface. « Dites-moi, Miss Pembroke, » dit-il doucement, « le lassage de ce soir était-il inhabituel ou est-ce ainsi que vous êtes toujours habillée ?» Eleanor fixa sa tasse de thé, la honte l'envahissant par vagues. « La femme de chambre de Catherine me lasse toujours serrée, » murmura-t-elle, mais ce soir était pire que d'habitude parce que la robe était trop petite et Catherine a dit qu'elle devait être parfaitement ajustée. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le crépitement du feu et le doux son de détresse de Mrs. Beaumont, et quand Eleanor trouva enfin le courage de lever les yeux, elle vit Alexander la regarder avec une expression qui contenait quelque chose de féroce, de protecteur et de totalement inattendu, comme s'il venait de prendre une décision privée dont les conséquences se répercuteraient bien au-delà de cette pièce tranquille. Eleanor se réveilla dans l'étroite chambre mansardée, qui avait été son foyer pendant 5 ans, sous la lumière grise du matin filtrant par une unique petite fenêtre. Et pendant un instant béni, elle ne put se souvenir pourquoi ses côtes lui faisaient si terriblement mal, ou pourquoi une angoisse lourde pesait sur son estomac, mais ensuite le souvenir déferla sur elle par vagues,
et elle ferma les yeux contre la mortification de se rappeler comment elle s'était évanouie à l'opéra, comment le duc de Saint-Clair avait desserré son corset devant tout le monde, comment elle avait été portée à travers le théâtre comme une enfant, tandis que des centaines de personnes regardaient avec une fascination avide. Elle s'assit prudemment, chaque respiration envoyant des douleurs aiguës à travers son torse, et s'aperçut dans le minuscule miroir taché au-dessus du lavabo, son visage portant encore les traces marbrées de la détresse de la nuit dernière, ses cheveux en un désordre emmêlé autour de ses épaules. La robe bleu pâle empruntée gisait drapée sur l'unique chaise où elle l'avait laissée, un symbole de tout ce qui avait si catastrophiquement mal tourné, et elle ne désirait rien de plus que de la brûler et d'oublier que toute cette misérable soirée avait jamais eu lieu. Un coup sec à la porte la fit sursauter, et la voix de Catherine appela à travers le bois, avec une précision glaciale, qu'Eleanor devait se présenter immédiatement dans le salon, et le ton ne promettait rien de bon. Eleanor s'habilla avec des doigts tremblants de sa propre robe de matin grise, l'une des 3 seules qu'elle possédait, et descendit l'étroit escalier de service qu'elle était censée utiliser plutôt que le grand escalier réservé à la famille, ses côtes protestant à chaque pas. Catherine se tenait près de la fenêtre quand Eleanor entra dans le salon, la lumière du soleil entrant à flots par la vitre pour illuminer le journal qu'elle tenait dans ses mains, et quand elle se tourna, son expression était un masque de fureur à peine contenu sous un vernis de bienséance. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» demanda Catherine d'une voix semblable au gel de l'hiver. « La moindre compréhension du scandale que vous avez attiré sur cette maison. » Eleanor ouvrit la bouche pour s'excuser, mais Catherine continua sans pause, s'avançant à travers la pièce pour lui tendre le journal d'une main tremblante. Le Morning Chronicle avait consacré une demi-colonne au spectacle de la soirée précédente, la prose de l'écrivain dégoulinant d'insinuations, en décrivant comment Miss Eleanor P., parente pauvre de Lady C., avait causé une telle scène à l'opéra que le duc de S. avait été poussé à s'occuper personnellement d'elle, desserrant ses vêtements à la vue de toute la société dans ce qui ne pouvait être décrit que comme la plus choquante violation des convenances observées cette saison. Les mots semblaient se brouiller sur la page pendant qu'Eleanor lisait, chaque phrase plus accablante que la précédente, et elle pouvait sentir la rage de Catherine irradier à travers l'espace entre elles comme une chaleur physique. « Vous avez fait de nous la risée de Londres ?» siffla Catherine. « Vous avec votre faiblesse, et vos évanouissements et votre incapacité à vous conduire avec la moindre dignité, je n'aurais jamais dû vous recueillir à la mort de vos parents, jamais vous permettre de vivre sous mon toit. » Eleanor sentit quelque chose se briser en elle, la douleur familière de savoir qu'elle était indésirable, qu'on lui rappelait encore qu'elle existait par tolérance et charité, et elle baissa les yeux sur le journal pour cacher les larmes qui lui brûlaient les yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas causer de problème. Le corset était si serré et je ne pouvais pas respirer. » Le rire de Catherine fut sec et cruel. « Le corset n'était pas plus serré que celui que porte toute femme décente, » lança-t-elle. « Mais vous avez toujours été délicate et inutile, incapable de supporter ce que d'autres gèrent parfaitement bien. Et maintenant vous nous avez coûté notre réputation et ma position dans la société. » Une voix depuis le seuil l'interrompit, Charles Ashford se raclant la gorge avec un malaise évident. Et Eleanor leva les yeux pour le voir tenant un autre journal avec une expression partagée entre l'inquiétude et l'irritation. « Catherine, dit-il prudemment, le duc de Saint-Clair est ici pour rendre visite à Miss Pembroke. Il attend dans le petit salon avec des fleurs. » Le silence qui suivit fut absolu, le visage de Catherine passant par une transformation remarquable de la rage au choc, puis au calcul en l'espace de quelques secondes, et Eleanor sentit son cœur se mettre à battre avec un mélange d'espoir et de terreur en réalisant qu'Alexander était venu, qu'il n'avait pas simplement écarté la nuit dernière comme un incident malheureux nécessitant la brève intervention d'un duc,
que pour des raisons qu'elle ne pouvait commencer à comprendre, il l'avait recherché à la froide lumière du matin, des roses blanches serrées dans sa main. L'après-midi du 18 avril arriva avec un soleil de printemps qui inondait les fenêtres du salon des Ashford, où Eleanor était assise sur le bord d'une chaise, vêtue de sa simple robe de jour grise, le même vêtement usé qu'elle portait toujours pour sortir, car elle ne possédait rien de plus élégant. Et ses doigts se tordaient nerveusement sur ses genoux, tandis que Catherine arpentait la pièce devant la cheminée, avec une fureur à peine dissimulée du fait que le duc de Saint-Clair non seulement était venu 2 fois au cours des 2 derniers jours, mais avait maintenant fait savoir qu'il demandait la permission d'emmener Miss Pembroke en promenade à Hyde Park. Charles avait immédiatement accordé la permission, bien trop conscient du rang du duc pour refuser, et Catherine avait été forcée de regarder, impuissante. Eleanor se préparait à passer l'après-midi en compagnie du célibataire le plus convoité de Londres, bien qu'elle ait insisté avec une précision vicieuse pour que Mrs. Beaumont les accompagne comme chaperon et qu'Eleanor n'embarrasse pas davantage la famille par sa faiblesse ou son comportement inconvenant. Lorsque la voiture d'Alexander arriva précisément à 2 heures de l'après-midi, Eleanor descendit les marches du perron, les genoux tremblants, intensément consciente du beau temps et des foules à la mode qui défileraient dans le parc. Et elle trouva Alexander attendant à côté d'une barouche ouverte tirée par des chevaux gris assortis, sa haute silhouette élégante dans un habit bleu foncé et son expression s'échauffante en l'apercevant. Mrs. Beaumont s'installa sur le siège faisant face à l'arrière, avec un sourire aimable qui suggérait qu'elle avait l'intention d'être le chaperon le plus discret de Londres, et Alexander aida Eleanor à monter dans la voiture avec un contact qui envoya une chaleur l'inonder malgré la correction soignée de ses manières. Le parc était magnifique avec les fleurs de printemps qui alourdissaient les branches des arbres bordant les allées et créaient des dais de blanc et de rose contre le ciel éclatant. Et Eleanor se trouva extrêmement consciente des autres voitures qui passaient près de la leur, des cavaliers qui ralentissaient leurs chevaux pour les dévisager, des chuchotements et des doigts pointés qui suivaient leur progression le long de Rotten Row. « J'espère que vous vous êtes remise de votre épreuve, Miss Pembroke, » dit tranquillement Alexander une fois qu'ils eurent franchi les grilles du parc, et il y avait une inquiétude sincère dans sa voix qui fit vaciller le calme soigneusement entretenu d'Eleanor. « Je vais beaucoup mieux, merci, votre grâce, » répondit-elle avec précaution, « et je dois m'excuser à nouveau pour la terrible scène que j'ai provoquée. Vous avez été si aimable, et je crains d'avoir récompensé votre aide en nuisant à votre réputation ainsi qu'à la mienne. » L'expression d'Alexander se mua en quelque chose de presque amusé, mêlé d'exaspération, et il se tourna sur son siège pour lui faire face plus directement. « Miss Pembroke, » dit-il avec une fermeté inattendue, « vous n'avez rien à vous excuser. Vous avez failli mourir parce que la société a décidé que les femmes devaient être contraintes jusqu'à l'étouffement au nom de la mode, et je ne vous laisserai pas endosser la responsabilité de la cruauté des autres. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres jetées dans une eau calme, et Eleanor le regarda, confuse, car les gentilshommes ne parlaient tout simplement pas de cette façon. Ne remettaient pas en question l'ordre établi, ni ne suggéraient que la mode elle-même pourrait être en cause plutôt que la faiblesse féminine. « Je remarque que vous lisez, » continua Alexander en faisant un geste vers le petit volume qu'Eleanor avait apporté. « Puis-je vous demander ce qui a capturé votre attention? » Eleanor baissa les yeux sur le livre posé sur ses genoux, un exemplaire emprunté des poèmes de Wordsworth que Mrs. Beaumont lui avait prêté, et sentit la chaleur lui monter aux joues. « Juste de la poésie. Votre grâce, » murmura-t-elle, « rien de bien important. » Le sourcil d'Alexander se haussa d'une manière qui suggérait qu'il trouvait son dédain peu convaincant. « Wordsworth n'est guère sans importance, » dit-il doucement. « J'apprécie particulièrement ses observations sur la nature et la mémoire. Avez-vous une œuvre préférée parmi les siennes? » Et c'est ainsi qu'ils commencèrent à parler. À vraiment parler,
tandis que la voiture roulait à travers le parc et que l'après-midi de printemps se déployait autour d'eux comme une bénédiction, et Eleanor sentit quelque chose de solidement verrouillé à l'intérieur de sa poitrine commencer très lentement à se dénouer. Le soir du 22 avril arriva avec Eleanor se tenant devant le miroir de la chambre d'amis de Mrs. Beaumont, vêtue d'une robe qui lui allait enfin correctement pour la première fois depuis des années, une robe de douce soie rose que Martha avait insisté pour lui prêter, et en étudiant son reflet, Eleanor reconnut à peine la femme qui la regardait, car la couleur apportait de la chaleur à son teint, et la coupe appropriée montrait que sa silhouette, bien que menue, n'était pas entièrement dépourvue de grâce. Alexander avait envoyé un mot ce matin-là l'invitant à un petit dîner à St. Clair House. « Juste 8 invités », avait-il écrit, « des gens que je pense que vous trouverez intéressantes. » Et Eleanor avait ressenti à la fois de l'anticipation et de la terreur à la perspective de rencontrer ses amis, d'être vue en sa compagnie dans un cadre plus intime qu'une promenade en voiture dans le parc. Mrs. Beaumont l'accompagna dans la voiture pour assurer les convenances, bavardant joyeusement sur le fait que la sœur d'Alexander, Diana, était en voyage à l'étranger mais reviendrait sûrement pour un éventuel mariage. Et Eleanor sentit ses joues s'échauffer à cette supposition, même si l'espoir battait dangereusement dans sa poitrine. St. Clair House flamboyait d'une lumière accueillante à leur arrivée, et Alexander les accueillit dans le hall d'entrée, vêtu d'une tenue de soirée qui le rendait à la fois élégant et en quelque sorte plus accessible, son sourire s'échauffant alors qu'il prenait la main d'Eleanor et la conduisait vers le salon où les autres invités étaient déjà réunis. La compagnie se révéla être bien différente des rassemblements sociaux rigides qu'Eleanor avait endurés avec les Ashford. Au lieu de cela, Alexander la présenta à un mélange d'intellectuels et de réformateurs, dont une femme écrivain qui publiait des essais sur l'éducation des femmes, un membre du Parlement connu pour ses opinions progressistes, un médecin qui donnait des conférences au Royal College, et leur conjoint qui était tout aussi non conventionnel et accueillant. Eleanor se retrouva assise entre Alexander et la femme écrivain au dîner. La conversation s'écoulant autour de la table, abordant des sujets qui faisaient battre son pouls d'excitation. Des débats sur l'élargissement de l'accès à l'éducation, des discussions sur la réforme sociale et les responsabilités de ceux qui sont privilégiés, des échanges passionnés sur la littérature et la philosophie qui rappelaient à Eleanor les conversations qu'elle avait autrefois partagées avec son père avant sa mort. Elle parla avec hésitation au début, offrant une observation discrète sur un livre qui avait été mentionné, et Alexander se tourna vers elle avec un intérêt et un encouragement si sincères qu'elle se retrouva à continuer, ses pensées gagnant en confiance, alors que les autres autour de la table écoutaient et répondaient avec respect plutôt qu'avec condescendance. Le médecin mentionna son travail auprès des femmes souffrant de blessures dues aux vêtements restrictifs et aux corsets, sa voix se chargeant de colère en décrivant les dommages dont il avait été témoin. Et Eleanor sentit le regard d'Alexander sur elle pendant que le médecin parlait, son expression suggérant que sa propre épreuve à l'opéra avait été très présente dans son esprit lorsqu'il avait réuni ce groupe particulier. Lorsque le dîner se termina et que la compagnie se déplaça vers le salon de musique où quelqu'un jouait du piano et où d'autres poursuivaient leur conversation en plus petits groupes, Alexander guida Eleanor vers une banquette près de la fenêtre donnant sur le jardin, avec un léger contact sur son coude qui envoya une chaleur se propager dans tout son corps, et pour la première fois, elle s'autorisa à se demander si peut-être son intérêt n'était pas simplement de la gentillesse ou de la pitié, mais quelque chose de plus profond et de plus miraculeux qu'elle n'avait osé l'imaginer. Le matin du 25 avril arriva avec une pluie qui striait les fenêtres de la petite chambre mansardée d'Eleanor dans la maison des Ashford, et elle s'assit sur le lit étroit, les mains tremblantes, tandis que la voix de Catherine résonnait dans la cage d'escalier. Aiguë et de fureur à peine contenue,
la convoquant au salon pour ce qu'Eleanor savait être une confrontation désagréable. Elle avait senti le changement d'atmosphère dans la maison au cours des 3 derniers jours depuis le dîner à St. Clair House, la froideur de Catherine se durcissant en quelque chose de plus dangereux, et tandis qu'Eleanor descendait l'escalier de service, elle surprit des chuchotements des femmes de chambre qui lui nouèrent de l'estomac d'angoisse. Catherine se tenait près de la cheminée quand Eleanor entra, son expression glaciale et ses doigts tambourinant contre le manteau de la cheminée dans un geste qu'Eleanor avait appris à reconnaître comme un prélude à la cruauté. « J'ai été en correspondance avec la cousine de votre défunte mère dans le Yorkshire, » commença Catherine sans préambule. « Mrs. Thornfield a accepté de vous prendre dans sa maisonnée comme dame de compagnie pour sa mère âgée. Vous partirez vendredi, ce qui vous laisse 3 jours pour vous préparer. » Les mots frappèrent Eleanor comme de l'eau froide, et elle sentit la pièce basculer légèrement, car le Yorkshire était à 200 miles de distance, et Mrs. Beatrice Thornfield était une femme qu'elle n'avait rencontrée qu'une seule fois à un enterrement 10 ans auparavant, une veuve sévère qui vivait presque isolée sur les landes. « Mais Catherine, » commença Eleanor prudemment, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, le duc a exprimé un intérêt à poursuivre notre connaissance. Il serait sûrement inconvenant de quitter Londres alors que... Le rire de Catherine déchira l'air comme du verre brisé. « L'intérêt du duc n'est que de la pitié charitable, » dit-elle avec une précision vicieuse. « Et je ne vous laisserai pas embarrasser davantage cette famille en prétendant aspirer au-dessus de votre condition. Vous avez 28 ans, sans fortune et sans perspective, et vous devriez être reconnaissante que quelqu'un soit disposé à vous offrir un abri après le scandale que vous avez créé à l'opéra. » Eleanor sentit des larmes lui brûler les yeux, mais refusa de les laisser couler, ses mains crispées sur le tissu de sa simple robe grise, tandis que Catherine continuait à exposer les arrangements avec une efficacité froide. Et elle était sur le point de se tourner et de s'enfuir dans sa chambre quand Mrs. Beaumont fut annoncée par le majordome, son amie entrant dans le salon avec une urgence inhabituelle et demandant un entretien privé avec Eleanor que Catherine ne pouvait refuser sans une impolitesse évidente. Dans le couloir, Martha agrippa les mains d'Eleanor avec une intensité féroce et parla dans un murmure rapide. « Elle est jalouse ?» dit Martha sans détour. « Tout le monde peut voir que l'intérêt du duc pour vous est sincère, et Catherine ne peut le supporter. Vous devez lui envoyer un mot immédiatement, car je crois que s'il connaissait cette menace, il agirait. » Eleanor secoua la tête dans un déni confus, car la gentillesse d'Alexander était sûrement exactement ce que Catherine prétendait, simplement de la pitié étendue à quelqu'un qui avait subi un malheur. Mais Martha pressait déjà une note dans sa main qu'elle avait pris la liberté d'écrire à St. Clair House, et Eleanor se retrouva à accepter dans un état second de la faire envoyer. Moins de 2 heures plus tard, la voiture d'Alexander apparut devant la résidence des Ashford, et le duc lui-même entra dans le hall avec une énergie déterminée qui fit bafouiller le majordome. Et quand les yeux d'Alexander rencontrèrent ceux d'Eleanor de l'autre côté du couloir, elle vit quelque chose flamber dans son expression qui lui coupa le souffle. « Miss Pembroke, » dit Alexander avec une formalité soignée qui dissimulait à peine l'intensité sous-jacente, « je me demande si vous pourriez m'accorder un entretien privé dans le jardin, avec l'accompagnement de Mrs. Beaumont, bien sûr, pour les convenances. » Le jardin des Ashford était humide de la pluie récente, tandis qu'Alexander guidait Eleanor le long du sentier de gravier vers un coin isolé près du vieux mur de pierre, où les rosiers grimpants commençaient tout juste à bourgeonner, et Mrs. Beaumont se positionna avec tact près du portail, d'où elle pouvait assurer les convenances tout en leur laissant de l'intimité pour leur conversation. Le cœur d'Eleanor battait la chamade contre ses côtes alors qu'elle marchait à ses côtés, extrêmement consciente de l'intensité qui émanait de sa haute silhouette. Et lorsqu'ils atteignirent le banc sous le vieux chêne, Alexander se tourna pour lui faire face, avec une expression si sincère et vulnérable qu'elle en eut le souffle coupé. « Miss Pembroke, commença-t-il, puis il s'arrêta et secoua légèrement la tête,
comme s'il était mécontent de cette formalité. « Eleanor, dit-il plus doucement, je comprends par Mrs. Beaumont que votre cousine a l'intention de vous envoyer dans le Yorkshire. » Elle hocha la tête muettement, car sa voix semblait l'avoir complètement abandonnée, et Alexander continua avec une émotion soigneusement contrôlée. « Je ne peux pas permettre que cela arrive, dit-il, pas alors que j'ai trouvé en vous quelque chose que j'avais cessé de croire exister dans toute la société, quelqu'un dont l'esprit me défie, dont la gentillesse m'émeut, dont la simple présence a éveillé des sentiments que je me croyais incapable d'éprouver. » Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux alors qu'elle luttait pour donner un sens à ses paroles, ses mains tremblant là où elle les avait jointes. « Votre grâce, murmura-t-elle. Vous n'avez pas besoin de parler ainsi par pitié ou par obligation. Je comprends que votre gentillesse envers moi est née de la compassion pour quelqu'un qui a subi un malheur, mais je ne pourrais supporter que vous vous engagiez par simple charité. » La mâchoire d'Alexander se contracta, et il saisit ses mains avec une urgence soudaine, son contact chaud et stable, alors qu'il tenait ses doigts tremblants. « Pitié !» dit-il avec quelque chose de presque colérique dans la voix. « Eleanor, je m'agenouille devant vous maintenant, non par pitié, mais par amour. » Et à son plus grand étonnement, il fit précisément cela, s'abaissant sur un genou sur le sentier de gravier humide tout en maintenant sa prise sur ses mains, ses yeux gris scrutant son visage avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il pouvait voir droit dans son cœur effrayé. « Depuis 10 jours, je vous connais, » continua-t-il, « et en ce bref laps de temps, vous m'avez montré plus de valeur authentique, plus d'intelligence, plus de grâce face à la cruauté que je n'en ai vue en 34 ans parmi la soi-disant élite de la société. Vous m'avez fait rire, réfléchir et espérer un avenir que je m'étais résigné à vivre sans. » De la poche de son habit, il sortit une petite boîte de velours et l'ouvrit pour révéler une bague d'une simplicité exquise, un saphir d'un bleu profond entouré de petits diamants qui captaient la lumière grise de l'après-midi. « C'était la bague de ma grand-mère, » dit Alexander, offerte à une femme de vrai caractère qui a défié les conventions pour épouser l'homme qu'elle aimait. Et je ne peux penser à personne de plus digne de la porter que vous. » Eleanor secoua la tête dans un déni instinctif, même si des larmes coulaient sur ses joues. « J'ai 28 ans, sans fortune, sans famille et sans beauté, » dit-elle d'une voix brisée. « La société dira que vous avez perdu la tête, que je vous ai piégé d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas vous laisser vous sacrifier. » Alexander se leva rapidement et lui prit le visage entre ses mains avec une tendresse qui fit éclater et se reformer son cœur dans le même instant. « Vous êtes belle, » dit-il avec férocité. Non pas de la manière insipide dont la société mesure de telles choses, mais de manière qui compte dans votre gentillesse envers les domestiques, dans votre soif de connaissance, dans votre dignité face à la cruauté, dans la façon dont tout votre visage s'illumine lorsque vous parlez de quelque chose qui vous émeut, et quant au sacrifice, le seul sacrifice serait de vivre sans vous maintenant que je vous ai trouvé. Voulez-vous m'épouser, Eleanor? Voulez-vous devenir ma duchesse, ma partenaire, et la personne que je retrouve chaque soir pour le reste de ma vie? » Elle ne pouvait parler, la gorge nouée, alors elle hocha simplement la tête, et le visage d'Alexander se transforma d'une joie si pure qu'elle en eut le souffle coupé, tandis qu'il glissait la bague de saphir à son doigt, et puis, avec une infinie douceur, se penchait pour presser ses lèvres contre les siennes, dans un baiser bref et tendre qui avait le goût de la promesse, de la pluie et du commencement de tout. Ils retournèrent vers la maison ensemble, la main d'Eleanor glissée au creux du bras d'Alexander, et la bague de saphir captant la lumière déclinante de l'après-midi comme une petite étoile à son doigt. Et bien que son cœur battait encore la chamade face à l'irréalité de ce qui venait de se produire, elle sentit une détermination féroce monter en elle, alors qu'ils approchaient de l'entrée où ils savaient tous deux que Catherine les attendait. Alexander s'arrêta à la porte et la regarda avec une expression qui mêlait la tendresse à quelque chose de plus dur et de plus protecteur,
Je ne lui permettrai pas de vous parler avec cruauté, dit-il doucement. Vous êtes ma fiancée maintenant, et toute insulte envers vous est une insulte envers moi et ma maison. Comprenez-vous? Eleanor hocha la tête muettement, car parler semblait impossible au-delà de l'émotion qui lui serrait la gorge. Puis Alexander ouvrait la porte et la guidait à travers le hall d'entrée vers le salon, d'où l'on entendait des voix, les tons aigus de Catherine s'élevant au-dessus du grondement plus bas de son mari. Au moment où ils entrèrent dans la pièce, les mots de Catherine moururent au milieu de la phrase, alors que son regard tomba immédiatement sur la main d'Eleanor, où l'éclat incomparable du saphir Saint-Clair flamboyait contre sa peau pâle. Et pendant un long moment figé, personne ne parla, tandis que la pleine implication s'installait dans la pièce comme de la neige qui tombe. « Lord Ashford », dit Alexander avec une formalité parfaite, bien que sa voix portât une pointe d'acier qu'Eleanor n'avait jamais entendue auparavant, « je suis venu vous informer que Miss Pembroke m'a fait l'extraordinaire honneur d'accepter ma main, et j'espère que nous avons votre bénédiction et vos félicitations. » Charles Ashford se leva précipitamment de sa chaise, son expression passant par le choc et la confusion avant de se fixer sur quelque chose qui ressemblait à un plaisir réticent, car refuser de féliciter un duc était impensable quels que soient les sentiments personnels. Et il traversa la pièce, la main tendue, pour offrir de raides félicitations, tandis que Catherine restait figée près de la fenêtre. « Comment » réussit finalement à dire Catherine. Et ce seul mot dégoulinait de venin et d'incrédulité, alors que ses yeux se fixaient sur Eleanor avec quelque chose qui approchait de la haine. « Comment avez-vous réussi cela? Quel mensonge lui avez-vous raconté sur votre situation? Quelle manipulation? » La posture entière d'Alexander changea en un instant, sa stature semblant grandir et se refroidir alors qu'il tournait tout le poids de son rang et de son autorité vers Catherine d'une manière qui fit même reculer légèrement Charles. « Lady Ashford, » dit Alexander avec une précision glaciale, « je vous accorderai cette unique occasion de reconsidérer à la fois vos paroles et votre ton. Ma fiancée est une femme d'un caractère exceptionnel, qui a enduré des mauvais traitements dans cette maison avec une grâce et une dignité qui témoignent de sa véritable valeur. Et je vous suggère de vous comporter en conséquence. » Le visage de Catherine devint d'un rouge laid, mais elle serra les lèvres dans un silence furieux, et Alexander continua avec une autorité calme qui n'admettait aucune discussion. « Miss Pembroke retirera ses affaires de votre résidence ce soir et résidera avec Mrs. Beaumont jusqu'à notre mariage, qui aura lieu le 17 mai. Vous recevrez bien sûr une invitation, bien que je suis sûr que vous comprendrez si nous gardons le rassemblement intime. » Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux, mais ne sut dire si c'était de soulagement ou de choc persistant, et quand Alexander baissa les yeux vers elle, avec une préoccupation et une affection si évidente que la mâchoire de Catherine se contracta. Elle se retrouva à se tenir plus droite et à rencontrer le regard de sa cousine avec un courage nouveau. Moins d'une heure plus tard, les laquais d'Alexander avaient rassemblé les quelques affaires d'Eleanor de la chambre mansardée, qui avait été sa prison pendant 5 ans, et alors qu'elle sortait de la maison des Ashford pour la dernière fois, la main d'Alexander stable dans son dos et la bague de saphir chaude à son doigt, elle ne se retourna pas une seule fois. Eleanor se réveilla le lendemain matin dans la chambre d'amis de Mrs. Beaumont, ayant l'impression que la soirée précédente avait été un rêve fiévreux conjuré par un désir désespéré, jusqu'à ce qu'elle lève sa main gauche et voit la bague de saphir briller contre son doigt sous la pâle lumière du soleil d'avril qui filtrait à travers les rideaux de dentelle. Et alors la réalité de tout cela la submergea avec une telle force qu'elle pressa son visage dans l'oreiller et pleura d'un mélange de joie et d'incrédulité persistante. Le temps qu'elle se soit habillée d'une de ses rares robes convenables, une simple mousseline grise qui semblait soudainement incroyablement défraîchie, la salle du petit déjeuner bourdonnait déjà, Mrs. Beaumont lisant à voix haute les journaux du matin où la nouvelle des fiançailles était déjà parue dans les chroniques mondaines, et les réactions allaient de félicitations choquées
à des insinuations à peine voilées sur la chasse à la fortune qui firent brûler les joues d'Eleanor de honte, même si son ami insistait sur le fait qu'un tel venin provenait purement de la jalousie. Alexander arriva à 10 heures précises comme il l'avait promis la veille. Incroyablement beau dans un habit bleu foncé assorti à ses yeux, et la chaleur de son expression lorsqu'il vit Eleanor l'attendre dans le salon fit faire des acrobaties à son cœur d'une manière qui l'aurait alarmé si cela n'avait pas semblé si merveilleusement juste. « Je pensais que nous pourrions rendre visite à Madame Dubois ce matin, » dit-il avec un sourire qui contenait à la fois de l'affection et de la détermination. « Vous aurez besoin d'une garde-robe convenable à votre nouvelle condition, et avant qu'Eleanor ne puisse formuler la protestation qui lui montait aux lèvres concernant les dépenses et la frivolité, il continua plus doucement « Je sais que votre instinct est de refuser tout ce qui semble extravagant, mais je vous demanderai de me faire confiance quand je dis que vous voir vêtu comme vous méritez de l'être, dans des tissus et des couleurs qui vous apportent de la joie, me donnerait plus de plaisir que vous ne pouvez l'imaginer. » Mrs. Beaumont les accompagna comme chaperons pour les convenances, bien que les fiançailles rendent de telles précautions un peu moins critiques, et alors qu'Alexander aidait Eleanor à monter dans son élégante voiture arborant les armoiries ducales sur le panneau de la porte, elle aperçut de l'autre côté de la rue Lydia Fairfax, qui la fixait avec une envie si évidente qu'Eleanor sentit une petite satisfaction féroce s'épanouir dans sa poitrine, malgré sa meilleure nature. L'établissement de Madame Dubois sur Bond Street était celui de la modiste la plus en vogue de Londres, un endroit où Eleanor n'avait jamais rêvé d'entrer. Et lorsque la propriétaire elle-même s'avança pour les saluer avec de profondes révérences pour le duc et une curiosité soigneusement dissimulée pour sa fiancée, Alexander prit immédiatement le contrôle de la situation avec une grâce qui suggérait qu'il avait déjà fait cela auparavant, bien qu'Eleanor essayât de ne pas se demander pour qui. « Ma fiancée aura besoin d'une garde-robe complète, » dit-il avec une autorité tranquille, « des robes de jour, des robes du soir, des costumes de promenade, des tenues d'équitation si vous êtes disposée à apprendre à monter, Eleanor. » Et il baissa les yeux sur elle avec une chaleur si pleine d'espoir qu'elle se retrouva à hocher la tête muettement. Et bien sûr, sa robe de mariée, bien que je vous fasse confiance pour travailler avec elle sur ces détails, car je crois comprendre que le marié n'est pas censé la voir à l'avance. Pendant les 2 heures suivantes, Eleanor se tint entourée de rouleaux de soie, de mousseline et de velours de toutes les couleurs imaginables, tandis que Madame Dubois et ses assistantes mesurent, drapéent et suggérent, et bien qu'Eleanor ait tenté à plusieurs reprises de les guider vers des options plus simples et moins chères, Alexander insista doucement mais fermement pour qu'elle choisisse ce qu'elle aimait vraiment. Et quand elle admit finalement que la soie rose foncée lui rappelait le jardin de sa maison d'enfance avant la mort de ses parents, l'expression sur son visage contenait une compréhension si tendre qu'elle dut détourner le regard avant de pleurer devant les couturières. Ils commandèrent 12 robes au total, la robe de mariée devant être créée en soie ivoire, d'une beauté si délicate qu'elle ressemblait à de la lumière de lune capturée. Et lorsque Madame Dubois annonça le calendrier de livraison avec la robe de mariée promise pour le 15 mai, juste 2 jours avant la cérémonie, Eleanor sentit la réalité de tout cela s'installer sur elle comme une bénédiction. Elle allait vraiment épouser cet homme extraordinaire qui la regardait comme si elle était précieuse au-delà de toute mesure. Et alors qu'il quittait la boutique, la main d'Alexander chaude et stable dans son dos, elle s'autorisa enfin à croire que peut-être, juste peut-être, elle méritait ce bonheur après tout. Les jours qui suivirent le tourbillon chez Madame Dubois passèrent dans un brouillard de préparatifs de mariage et de visites sociales. Mais l'après-midi du 1er mai, Eleanor se retrouva seule, avec Alexander dans sa bibliothèque à St. Clair House, et l'intimité du moment s'installa sur elle comme de la soie, alors qu'elle se tenait devant les étagères du sol au plafond, remplies de volumes aux reliures de cuir bordeaux, vert forêt et bleu nuit profonde. Mrs. Beaumont avait été appelée pour s'occuper d'une affaire domestique, et bien que les convenances suggéraient qu'Eleanor devrait partir, ou au moins garder la porte ouverte, Alexander l'avait doucement fermée derrière eux
avec un regard qui suggérait qu'il désirait l'intimité, non pas pour l'inconvenance, mais pour le genre de conversation qui nécessitait des murs entre soi et le monde. Et Eleanor sentit son cœur s'emballer non pas de peur, mais d'anticipation d'une connaissance plus profonde. « Je n'ai pas été entièrement franc au sujet de mon passé, » dit Alexander doucement, alors qu'il la guidait vers le canapé en cuir près de la cheminée, où la lumière du soleil de l'après-midi tombait en barres dorées et poussiéreuses à travers les fenêtres. Et Eleanor sentit sa main, chaude et légèrement rugueuse, contre la sienne, alors qu'il s'asseyait plus près que les strictes convenances ne le permettaient, leurs genoux se touchant presque à travers les couches de tissu. « Il y a eu des fiançailles il y a quelques années, » continua-t-il, et sa voix tenait une neutralité prudente qui suggérait une vieille douleur soigneusement examinée et mise de côté. Une jeune femme d'une naissance et d'une fortune impeccable que ma famille considérait éminemment convenable et que je croyais pouvoir apprendre à aimer avec le temps et la proximité. Le souffle d'Eleanor se coupa, mais elle resta silencieuse, sentant qu'il avait besoin de raconter cette histoire à voix haute, et le pouce d'Alexander traçait de petits cercles sur le dos de sa main, dans un geste absent qui suggérait qu'il tirait du réconfort de ce contact. « Elle a rompu les fiançailles 6 mois avant notre mariage, » dit-il avec un léger sourire qui ne contenait aucune amertume. Elle était tombée éperdument amoureuse de son maître de musique, et bien que le scandale fût considérable, je me suis retrouvé à ressentir plus de soulagement que de chagrin, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'authenticité de mes propres sentiments. Eleanor leva alors les yeux vers lui et trouva ses yeux bleus la regardant avec une attention si concentrée que son souffle s'entrecoupa, et elle comprit soudain qu'il lui offrait cette histoire non pas comme une confession, mais comme un contexte, comme une preuve que ce qui existait entre eux était différent, plus profond et plus réel que tout ce qui avait précédé. « Mes parents sont morts quand j'avais 20 ans, » s'entendit dire Eleanor, bien qu'elle n'ait pas prévu de parler. Son père avait été un vicaire de campagne avec plus de livres que de revenus, et ma mère avait été la fille d'un gentleman qui s'était marié par amour plutôt que par position. Et il m'avait donné une éducation bien au-delà de ma condition parce qu'il croyait que la connaissance était une richesse qui ne pourrait jamais être enlevée. La main d'Alexander se resserra sur la sienne, et son autre main se leva pour lui caresser la joue avec une telle tendresse que des larmes piquèrent les yeux d'Eleanor. Et elle continua à parler malgré la boule dans sa gorge, racontant comment la fièvre les avait emportés tous les deux en une semaine, comment Catherine avait été sa seule parente vivante, et l'avait recueillie non par gentillesse, mais par devoir, et comment les 8 années depuis avaient été une lente érosion de soi, jusqu'à cette nuit à l'opéra où tout avait changé. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, » dit Alexander avec une férocité tranquille. Avoir enduré une telle diminution et avoir tout de même conservé votre être essentiel, votre intelligence, votre compassion et votre dignité, Eleanor, vous m'humiliez. Elle secoua la tête muettement, car ses paroles semblaient incroyablement généreuses, mais Alexander se pencha jusqu'à ce que leurs fronts se touchent, et le geste parut plus intime que n'importe quel baiser, et dans la bibliothèque entourée de livres, l'après-midi de mai doré autour d'eux, Eleanor s'autorisa enfin à croire qu'elle n'était pas simplement sauvée, mais véritablement aimée, non pas pour ce qu'elle pourrait devenir, mais pour exactement qui elle était déjà. La salle de bal de Lady Harrington, le soir du 7 mai, brillait de la lumière de 1000 bougies se reflétant dans les miroirs dorés qui tapissaient les murs, et Eleanor se tenait en haut du grand escalier. La main légèrement posée sur le bras d'Alexander, sentant son cœur battre d'un mélange de terreur et de détermination, tandis que le majordome annonçait d'une voix retentissante « Le duc de Saint-Clair et Miss Eleanor Pembroke », et le regard collectif de la société londonienne se tourna vers eux avec une curiosité et un jugement inscrits à parts égales sur leurs visages élégants. Eleanor portait la nouvelle robe de soie vert émeraude
que Madame Dubois avait livré ce matin-là, coupé dans un style qui flattait sa silhouette sans les contraintes punitives qu'elle avait endurées à l'opéra, et la bague de fiançailles en saphir captait la lumière des bougies avec des éclats de feu bleu brillants qui semblaient annoncer son changement de situation à quiconque regardait sa main gauche. Alexander la regarda avec une fierté et une affection si évidente qu'Eleanor sentit une partie de son anxiété s'apaiser alors même qu'il descendait les escaliers dans la foule d'invités. Et elle pouvait sentir sa force et sa stabilité affluer en elle par le point où sa main couvrait la sienne sur sa manche, une ancre dans la tempête de l'examen qui les attendait en bas. « Vous êtes radieuse », murmura Alexander pour ses seules oreilles alors qu'ils atteignaient la dernière marche, « et je suis l'homme le plus chanceux de cette salle ou de tout autre. » Et Eleanor sentit une chaleur s'épanouir dans sa poitrine à ces mots. Même en apercevant Lydia Fairfax tenant salon près de la table des rafraîchissements, avec un groupe de matrones de la société qui semblaient observer l'arrivée d'Eleanor avec des expressions allant d'un accueil prudent à un dédain à peine dissimulé. Le premier test arriva en quelques instants lorsque Lady Harrington elle-même s'approcha pour offrir ses félicitations formelles, et bien que son sourire fût poli, il y avait une évaluation calculatrice dans ses yeux, alors qu'elle examinait Eleanor de la tête aux pieds, notant la belle robe et les bijoux, mais aussi l'allure incertaine de quelqu'un qui n'était pas encore habitué à un cadre aussi grandiose. « Comme vous êtes charmante, ma chère, » dit Lady Harrington d'un ton qui parvenait à être à la fois flatteur et légèrement surpris. « J'espère que vous vous remettez de votre malheureux incident à l'opéra. Une affaire si terrible, mais quelle chance que sa grâce ait été présent pour vous porter secours. » Eleanor sentit la pique sous les amabilités, mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Alexander parla avec une autorité froide. « La chance n'y est pour rien, Lady Harrington. Je considère comme une providence d'avoir été en mesure d'aider Miss Pembroke alors que d'autres étaient paralysés par de fausses convenances, et je trouve que le caractère d'une personne se juge mieux par sa conduite en temps de crise que par son adhésion à des subtilités sociales qui valorisent la réputation au détriment de la vie humaine. » Le reproche était subtil mais sans équivoque, et le sourire de Lady Harrington devint légèrement figé, tandis qu'elle inclinait la tête et s'éloignait. Et Eleanor leva les yeux vers Alexander avec gratitude et une confiance croissante, alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la salle de bal, où d'autres invités s'approchaient pour offrir leurs félicitations, ou simplement pour les dévisager. Lorsque l'orchestre entama une valse, Alexander se tourna vers Eleanor avec un sourire qui contenait à la fois une invitation et un défi. « Puis-je avoir cet honneur ?» dit-il formellement bien que ses yeux fussent chauds d'une affection privée. Et Eleanor hocha la tête muettement tandis qu'il la conduisait sur la piste de danse, où l'intimité scandaleuse de la valse les exposerait à tous les commères de la pièce, sa main chaude à sa taille et ses yeux ne quittant jamais les siens, alors qu'ils se déplaçaient ensemble à travers les tours et les volutes de la danse. Et à ce moment-là, avec Alexander la tenant comme si elle était infiniment précieuse, Eleanor commença enfin à croire que peut-être elle appartenait vraiment à ce monde scintillant, après tout, non pas à cause de sa nouvelle position, mais parce qu'elle dansait avec un homme qui voyait sa vraie valeur et la proclamait à quiconque voulait bien regarder. Le voyage vers St. Clair Park, l'après-midi du 10 mai, les mena à travers une campagne luxuriante de la fin du printemps, les haies épaisses de fleurs d'aubépine blanches et les champs au-delà peints dans des tons d'émeraude et d'or, et Eleanor était assise à côté d'Alexander dans sa voiture ouverte, sentant la brise chaude jouer sur son visage et soulever les rubans de son chapeau, alors qu'il laissait derrière eux la fumée et le bruit de Londres pour la paix ondoyante du paysage du Hertfordshire. C'était la première fois qu'ils voyageaient ensemble au-delà des limites de la ville, et il y avait une liberté dans la route ouverte qui semblait apaiser quelque chose en eux deux, les épaules d'Alexander perdant leur tension prudente, alors qu'il désignait des points de repère et les limites du domaine avec l'enthousiasme d'un homme sincèrement désireux de partager son monde,
et Eleanor se surprit à rire de ces histoires d'aventures d'enfance dans ses champs et ses bois, un côté enjoué de lui émergeant qui le faisait paraître plus jeune et moins accablé par ses responsabilités ducales. Lorsque le domaine apparut, le souffle d'Eleanor se coupa, car St. Clair Park était magnifique d'une manière à la fois grandiose et accueillante, la grande maison construite en pierre de couleur miel qui brillait chaudement sous le soleil de l'après-midi. Avec de hautes fenêtres qui reflétaient le ciel et de vastes jardins qui s'étendaient en terrasses formelles avant de céder la place à un parc plus naturel parsemé de chênes centenaires et de saules gracieux. Le personnel s'était rassemblé pour les accueillir et Eleanor sentit un frisson de nervosité alors que la voiture s'arrêtait devant l'entrée principale, mais la gouvernante, Mrs. Reynolds, s'avança avec un sourire chaleureux qui atteignait ses yeux et une révérence respectueuse sans être obséquieuse, et elle souhaita la bienvenue à Eleanor, avec des mots qui suggéraient un plaisir sincère, plutôt qu'un simple devoir. Alexander garda sa main au creux du dos d'Eleanor pendant qu'il visitait la maison, une présence stable qui l'aidait à s'ancrer, alors qu'elle essayait d'assimiler l'échelle de ce qui serait bientôt sa demeure. Le grand hall d'entrée avec ses sols en marbre et son escalier majestueux, les salons formels et les parloirs intimes, la salle à manger pouvant accueillir 40 invités, et enfin la bibliothèque, qui fit s'arrêter Eleanor net avec un petit hoquet d'émerveillement, car elle était encore plus vaste que celle de Londres, 3 étages de livres accessibles par un gracieux escalier en colimaçon, avec des fenêtres donnant sur les jardins et des fauteuils confortables positionnés pour capter la lumière. « Vous pourriez passer chaque jour ici si vous le souhaitiez », dit doucement Alexander en la regardant tourner lentement pour tout embrasser du regard. « Et je me considérerais chanceux de vous trouver parmi les étagères chaque fois que je viendrai vous chercher. » Et Eleanor se tourna vers lui. Les larmes lui piquant les yeux parce qu'il la comprenait si complètement, savait que cette pièce valait plus pour elle que tous les grands appartements d'apparat et les salles de bal réunies. Ils se promenèrent ensuite dans les jardins, suivant des sentiers de gravier entre des parterres de roses, commençant tout juste à fleurir et à travers une tonnelle en arches lourdes de clématites précoces, et lorsqu'ils atteignirent le lac qui se trouvait au bord des jardins formels, Alexander l'attira pour s'asseoir à côté de lui sur un banc de pierre sous un saule, l'eau devant eux reflétant les nuages et les arbres environnants dans une immobilité parfaite comme un miroir. « C'est ici que je veux construire notre vie », dit tranquillement Alexander en prenant ses 2 mains dans les siennes. « Non pas dans les salles de bal de Londres ou sous le jugement de la société, mais ici, dans cet endroit où nous pouvons simplement être nous-mêmes, où vous pouvez poursuivre vos intérêts et où je peux vous soutenir dans tout ce que vous souhaitez accomplir. » Et Eleanor regarda dans ses yeux et vit son avenir s'y refléter, non pas comme une duchesse jouant un rôle, mais comme une femme pleinement connue et profondément chérie. Et elle se pencha pour l'embrasser avec une tendresse qui contenait toute sa gratitude et son amour grandissant, acceptant enfin et complètement que cette vie extraordinaire était vraiment la sienne. Le matin du 15 mai se leva, clair et lumineux sur Londres, et Eleanor se réveilla dans la confortable chambre d'amis de la maison de Mrs. Beaumont, le cœur oscillant entre joie et nervosité, en réalisant que dans seulement 2 jours, elle deviendrait la duchesse de St. Clair, une transformation si complète et improbable que même maintenant, après des semaines de préparation, une partie d'elle avait encore du mal à croire que cela se produisait vraiment. La robe de mariée était suspendue à la porte de l'armoire où Mrs. Beaumont l'avait placée la veille au soir, et Eleanor se leva pour toucher la soie ivoire de ses doigts hésitantes, s'émerveillant de sa simple élégance, car elle avait insisté contre les douces protestations d'Alexander, qu'elle ne voulait pas de broderies élaborées ou d'ornementations excessives, préférant des lignes épurées et un tissu de qualité qui lui permettrait d'être elle-même plutôt que d'essayer de rivaliser avec des mariés qui avaient été préparés pour de grands mariages de société depuis l'enfance.
Mrs. Beaumont arriva avec du chocolat et du pain grillé sur un plateau, s'installant sur le bord du lit avec la familiarité confortable de leur longue amitié. Et ensemble, elles passèrent en revue les derniers préparatifs, tandis qu'Éléonore essayait de manger malgré l'excitation anxieuse qui lui donnait l'impression d'avoir l'estomac plein de papillons, la petite liste d'invités de moins de 50 personnes étant un soulagement après l'épreuve du bal de Lady Harrington, Alexander ayant accepté sa préférence pour l'intimité plutôt que le spectacle, malgré sa position qui exigeait un certain degré de cérémonie. Un coup à la porte en milieu de matinée amena un laquais avec un message indiquant que le duc de Saint-Clair était arrivé et demandait quelques instants de l'attention de Miss Pembroke si elle recevait des visiteurs, et le pouls d'Éléonore s'accéléra. Alors qu'elle se dépêchait de descendre dans le petit salon où Alexander attendait, semblant à la fois parfaitement calme et légèrement nerveux lui-même, les mains jointes derrière le dos alors qu'il se tournait à son entrée. « Je sais qu'il est inhabituel de vous voir si près du mariage, » dit-il avec un sourire qui contenait une pointe d'incertitude. « Mais je voulais vous donner quelque chose de tout en privé avant que nous ne soyons pris dans la dernière course des préparatifs. » Et Eleanor s'approcha, sentant son propre sourire s'épanouir en réponse à sa présence. Le simple fait d'être près de lui suffisant à calmer ses nerfs à vif. Alexander tira un papier plié de son habit et le lui tendit. Et quand Éléonore l'ouvrit, elle se trouva face à un dessin d'architecte d'une pièce bordée du sol au plafond de bibliothèque, de grandes fenêtres sur 2 murs pour fournir une lumière abondante, et des fauteuils confortables disposés près d'une cheminée. Et elle leva les yeux vers lui, confuse, jusqu'à ce qu'il explique doucement qu'il avait commandé la rénovation du salon du matin à St. Clair House pour créer une bibliothèque entièrement à son usage, un espace où elle pourrait se retirer chaque fois qu'elle le souhaiterait, pour lire, réfléchir ou simplement être seule avec ses pensées. La délicatesse de cette attention, la preuve évidente qu'il planifiait ce cadeau depuis des semaines tout en s'occupant de tous les autres préparatifs du mariage, brisa les dernières bribes de sang-froid d'Éléonore, et elle sentit des larmes chaudes couler sur ses joues alors qu'elle regardait tour à tour le dessin et le visage anxieux d'Alexander. Et quand elle put enfin parler, sa voix sortit étranglée par l'émotion, alors qu'elle lui disait que personne dans sa vie entière ne lui avait jamais offert quelque chose de si parfaitement adapté à qui elle était vraiment. Un cadeau qui voyait non pas la duchesse qu'elle devenait, mais la femme qui avait toujours trouvé sa plus grande joie parmi les livres et les idées. Alexander s'avança pour essuyer doucement les larmes de ses joues avec ses pouces, et il lui dit d'une voix rauque de sa propre émotion qu'il l'aimait non pas pour ce qu'elle deviendrait, mais pour exactement qui elle était déjà, et que chaque jour pour le reste de leur vie, il avait l'intention de lui prouver qu'elle était chérie au-delà de toute mesure. Et Éléonore leva les mains pour attirer son visage vers le sien et l'embrassa avec une tendresse féroce qui contenait toute sa gratitude, son émerveillement et sa certitude croissante que, d'une manière ou d'une autre, contre toute probabilité, elle avait trouvé non seulement l'amour, mais un véritable partenariat avec un homme qui la voyait complètement. Le matin du 17 mai se leva avec cette clarté printanière parfaite qui semble bénir les grandes occasions, et Éléonore se réveilla dans la chambre d'amis de la maison de Mrs. Beaumont, le cœur battant la chamade et les mains tremblantes, alors que la pleine réalité de ce que ce jour signifiait la submergeait par vagues de joie, d'incrédulité et d'émerveillement. Car dans quelques heures à peine, elle se tiendrait devant témoins et deviendrait la duchesse de Saint-Clair, une transformation si complète que la parente pauvre terrifiée, qui s'était évanouie à l'opéra il y a à peine plus d'1 mois, semblait être une personne entièrement différente. Mrs. Beaumont arriva avec du chocolat et des petits pains chauds et aida Éléonore à s'habiller avec une douce efficacité. Attachant la robe de soie ivoire qui tombait en lignes nettes et élégantes,
depuis la taille haute et arrangeant les cheveux sombres d'Eleanor en une coiffure simple avec juste quelques boucles encadrant son visage et une couronne de roses blanches qu'Alexander avait envoyée ce matin-là avec un mot qui disait simplement « J'ai hâte de vous appeler ma femme ». Et quand Eleanor se regarda enfin dans le miroir, elle ne vit pas la vieille fille quelconque et négligée qu'on lui avait appris à voir, mais une femme rayonnante de bonheur et digne de l'amour qu'il l'avait si inopinément trouvée. Le trajet en voiture jusqu'à St. George's Hanover Square passa dans un flou de rues londoniennes et de la respiration nerveuse d'Eleanor, et lorsqu'elles arrivèrent à l'église, elle fut reconnaissante de la main stable de Mrs. Beaumont sur son bras, alors qu'elles entraient par la porte latérale pour attendre dans le petit vestibule pendant que les invités s'assemblaient. Et à travers la porte partiellement ouverte, Eleanor pouvait voir l'intérieur de l'église avec ses colonnes élancées et la lumière du matin filtrant à travers de hautes fenêtres pour illuminer l'espace d'une douce lueur dorée. Le rassemblement était restreint. Comme elle et Alexander en avaient convenu, peut-être 40 personnes dans les banks, principalement ses amis proches et quelques connaissances éparses d'Eleanor. Et elle remarqua avec un mélange de soulagement et de satisfaction amère que Lady Catherine Ashford était remarquablement absente, bien que Lord Charles soit assis sur un banc arrière, mal à l'aise dans son plus bel habit. Et les invités présents comprenaient plusieurs des penseurs réformistes du dîner d'Alexander, ainsi que sa tante âgée, et divers amis de son club qui s'étaient montrés favorables à cette union non conventionnelle. La musique commença, et Mrs. Beaumont serra une fois la main d'Eleanor avant de la relâcher et de prendre sa place. Puis Eleanor avançait seule dans l'allée, son bouquet de roses blanches serré dans ses doigts tremblants et ses yeux fixés sur l'homme qui l'attendait à l'hôtel. Et Alexander se tourna à son approche, et l'expression sur son visage était si pleine d'émotions ouvertes, de joie et de certitude qu'Eleanor sentit des larmes lui piquer les yeux, car personne ne l'avait jamais regardée avec un amour aussi franc auparavant. Il tendit la main vers elle à son arrivée à ses côtés, et ses doigts se refermèrent, chauds et stables, autour des siens. Et Eleanor leva les yeux vers lui et vit tout son avenir s'y refléter, alors que le vicaire commençait les anciennes paroles de la cérémonie de mariage, sa voix portant à travers l'église silencieuse avec une autorité solennelle, alors qu'il parlait du lien sacré qui se formait et des engagements pris devant Dieu et ses témoins. Au moment des vœux, la voix d'Eleanor ne trembla que légèrement, en répétant les mots qui la liaient à Alexander, promettant de l'aimer, de l'honorer et de le chérir pour tous les jours de sa vie. Et la voix d'Alexander était plus profonde et plus rauque que d'habitude lorsqu'il prononça ses propres vœux avec une intensité qui montrait clairement que ce n'étaient pas de simples mots traditionnels, mais des promesses qu'il avait pleinement l'intention de tenir. Et lorsque le vicaire les déclara mari et femme, et qu'Alexander se pencha pour l'embrasser avec une tendre révérence, Eleanor entendit les pleurs heureux de Mrs. Beaumont depuis le premier banc et sentit ses propres larmes finalement déborder alors qu'elle rendait son baiser à son mari et sut avec une certitude absolue que sa vie avait été transformée de toutes les manières possibles. Le petit déjeuner de mariage à St. Clair House fut une affaire intime avec une trentaine d'invités réunis dans la grande salle à manger, où la lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres et illuminait la longue table dressée de porcelaine fine et de cristal, et Eleanor se déplaça à travers la célébration dans un état second de bonheur, extrêmement consciente de l'alliance en or qui reposait maintenant à son doigt, à côté de la bague de fiançailles en saphir, et du nouveau titre qui semblait scintiller dans l'air autour d'elle, à la fois incroyablement étranger et de plus en plus réel à chaque personne qui s'adressait à elle en tant que Votre Grâce ou la Duchesse de Saint-Clair. Alexander resta près d'elle tout au long du repas, sa main trouvant la sienne sous la table chaque fois que la conversation tourbillonnait autour d'eux, et Eleanor remarqua avec un mélange d'émerveillement et de satisfaction comment les invités qui l'avaient autrefois regardée comme si elle était invisible
cherchait maintenant son attention et s'en remettait à ses opinions. La transformation de leur comportement si complète qu'elle aurait été risible si elle n'avait pas été aussi un rappel sobre de combien la société valorisait le rang plutôt que le caractère. Mrs. Beaumont rayonnait d'un bonheur fier depuis sa place près du bout de la table, et lorsqu'elle croisa le regard d'Eleanor, elle leva son verre dans un toast privé qui amena de nouvelles larmes aux yeux d'Eleanor, car cette femme avait été bonne avec elle quand la gentillesse coûtait du capital social, et maintenant, elle était récompensée par la satisfaction de voir son amie élevée à une position de sécurité et d'amour qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer il y a à peine 5 semaines. Les discours furent heureusement brefs, principalement des vœux chaleureux des amis proches d'Alexander, qui avaient appris à apprécier l'intelligence et le caractère d'Eleanor pendant la cour, et quand Alexander lui-même se leva pour remercier les invités, sa voix était stable, mais ses yeux brillaient d'émotion, alors qu'il regardait Eleanor et disait simplement qu'il était l'homme le plus chanceux d'Angleterre d'avoir trouvé une femme d'une telle grâce, sagesse et force, et qu'il avait l'intention de passer le reste de sa vie à se montrer digne de sa confiance. L'après-midi était bien avancé quand Alexander se pencha pour murmurer que la voiture était prête dès qu'elle souhaiterait partir pour Sinclair Park, et Eleanor sentit son souffle se couper et son pouls s'accélérer, car partir signifiait vraiment commencer leur vie de couple avec toute l'intimité et la vulnérabilité que cela impliquait. Et bien qu'elle fasse entièrement confiance à Alexander, il y avait toujours un battement nerveux dans son estomac alors qu'elle hochait la tête et se levait de table avec lui. Les adieux à Mrs. Beaumont furent larmoyantes et prolongées, avec des promesses d'écrire souvent et de rendre visite bientôt, puis Eleanor s'installait dans le confort familier de la voiture d'Alexander avec son mari à ses côtés, et les bruits de Londres s'estompant progressivement alors qu'il se dirigeait vers la campagne. Et Alexander prit sa main, la porta à ses lèvres et lui dit doucement qu'elle était magnifique, qu'il l'aimait et qu'il serait toujours patient et doux avec elle. Et Eleanor se tourna vers lui, des larmes de gratitude et de joie dans les yeux, et l'embrassa avec tout l'amour, la confiance et l'émerveillement qui remplissaient son cœur, sachant qu'elle était enfin et véritablement chez elle. Les 2 semaines à Sinclair Park passèrent dans un brouillard de lumière estivale dorée et d'intimité grandissante, alors qu'Eleanor s'installait dans sa nouvelle vie avec un sentiment d'émerveillement qui ne s'estompait jamais vraiment, même si l'étrangeté initiale d'être appelée « Votre Grâce » et d'avoir des domestiques pour répondre à ses moindres besoins devenait progressivement familière. Le domaine lui-même révéla lentement ses charmes à travers de longues promenades dans les jardins où les roses fleurissaient en profusion et où l'air sentait le chèvrefeuille et l'herbe coupée, à travers des matinées tranquilles dans la bibliothèque, où Alexander avait en effet créé un espace entièrement pour son usage, avec des étagères attendant d'être remplies selon ses propres préférences, et à travers des après-midi de loisirs, où ils montaient à cheval ensemble à travers le parc, et Alexander lui montrait les fermes des tenanciers et expliquait ses plans d'amélioration tout en lui demandant son avis avec un intérêt sincère qui la surprenait encore. Eleanor se surprenait à penser souvent à la femme qu'elle avait été il y a à peine 2 mois. Cette parente pauvre, effrayée, qui se croyait destinée à une vie d'invisibilité et de désespoir tranquille, et le contraste avec sa réalité actuelle était si saisissant que parfois elle devait toucher l'alliance en or à son doigt ou s'apercevoir dans un miroir vêtu d'une de ses belles robes neuves pour se convaincre que ce n'était pas un rêve élaboré dont elle se réveillerait bientôt dans sa chambre mansardée, exiguë de la résidence des Ashford. Mais Alexander était bien réel à ses côtés chaque nuit et chaque matin, patient, tendre et de plus en plus passionné à mesure que la nervosité initiale d'Eleanor cédait la place à la confiance, puis à son propre désir naissant, et elle découvrit que l'intimité physique avec quelqu'un qui l'aimait vraiment était une révélation de connexion et de vulnérabilité,
qui les liait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Les lettres de Mrs. Beaumont arrivaient régulièrement avec des nouvelles de Londres, rapportant que la société avait largement accepté l'union après que le scandale initial se soit calmé, et que la nouvelle position d'Eleanor en tant que duchesse de Saint-Clair commandait le respect que le rang garantissait toujours, quelle que soit la manière dont ce rang avait été atteint. Et il y avait une satisfaction particulière dans le récit de Mrs. Beaumont de sa rencontre avec Lady Catherine, dans une boutique où Catherine avait été forcée de faire la révérence à Mrs. Beaumont par courtoisie pour sa proche amitié avec la duchesse, un renversement de pouvoir dont Eleanor essayait de ne pas tirer trop de plaisir, même si elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Mais plus important que le triomphe social était le bonheur domestique tranquille qu'Eleanor découvrit en étant simplement avec Alexander, en apprenant ses habitudes, ses préférences et ses humeurs, en observant comment il gérait ses domaines avec conscience et comment il traitait ses domestiques avec respect, et en constatant qu'il écoutait ses idées avec une véritable considération, surtout lorsqu'elle mentionna timidement son idée de créer une petite école pour les filles des fermiers et des familles du village qui n'avaient actuellement aucun accès à l'éducation. L'enthousiasme immédiat d'Alexander pour le projet et ses suggestions pratiques sur la manière de le mettre en œuvre firent gonfler le cœur d'Eleanor de gratitude et d'amour, car il ne se contentait pas de la complaire comme un homme riche pourrait satisfaire les caprices caritables de sa femme, mais il s'associait véritablement avec elle pour créer quelque chose de significatif, et en quelques jours, ils avaient identifié un bâtiment approprié dans le village et commençaient à planifier l'embauche d'un enseignant et la collecte de fournitures. Lors de leur dernière soirée avant leur retour prévu à Londres pour une brève visite, Eleanor et Alexander se promenèrent dans les jardins au long crépuscule du début de l'été, et Alexander l'attira près de lui sous une tonnelle lourde de rosiers grimpants, et lui dit que ces dernières semaines avaient été les plus heureuses de sa vie. Et Eleanor leva les yeux vers son mari, des larmes de joie dans les yeux, et sut qu'elle avait enfin trouvé le foyer qu'elle avait cherché toute sa vie, non pas dans un lieu, mais dans le cœur d'un homme qui voyait sa vraie valeur, et l'aimait non pas malgré son passé, mais pour tout ce qu'elle était. L'air du soir de septembre portait un soupçon de l'approche de l'automne, alors qu'Eleanor et Alexander retournaient à Londres pour la saison et se préparaient à assister à l'opéra dans le théâtre même où leur histoire extraordinaire avait commencé à peine 5 mois plus tôt. Eleanor se retrouva debout devant son miroir dans l'hôtel particulier des Saint-Clair, ajustant le collier de saphir assorti à sa bague de fiançailles, tout en s'émerveillant silencieusement de la femme qui lui était renvoyée par le reflet, une femme qui portait la soie et les bijoux avec une confiance aisée et dont les yeux contenaient l'éclat d'un bonheur profond, plutôt que la pâleur résignée d'une souffrance invisible. Alexander apparut derrière elle dans le miroir et posa doucement ses mains sur ses épaules, lui demandant si elle était prête à affronter l'endroit où elle avait failli mourir et où il l'avait vraiment vue pour la première fois. Eleanor hocha la tête, se tourna pour l'embrasser doucement avant de prendre son bras et de le laisser la conduire à la voiture qui portait les armoiries ducales sur ses portes. Le Royal Opera House flamboyait de lumière et était bondé de membres de la société élégamment vêtus qui s'écartaient respectueusement, alors que le duc et la duchesse de Saint-Clair se dirigeaient vers la loge ducale, qui n'avait autrefois abrité qu'Alexander, et les accueillait maintenant tous les deux, ainsi que Mrs. Beaumont comme leur invitée d'honneur. Eleanor sentait des yeux curieux sur elle, mais il n'y avait plus de cruauté dans ses regards, seulement le respect prudent que la société accorde toujours au rang et l'admiration réticente que certains offrent à une femme qui s'était élevée si spectaculairement de l'obscurité. Alors qu'ils s'installaient, le regard d'Eleanor dériva à travers le théâtre vers la loge où elle s'était assise cette terrible nuit d'avril, en soie bleue empruntée, les côtes comprimées au point de mourir. Elle vit avec un mélange de satisfaction et de pitié que Lady Catherine était assise là, à côté de Lord Charles, sa robe cramoisie
et sa posture hautaine ne pouvant dissimuler la diminution de sa position sociale, maintenant qu'elle avait perdu la gloire, réfléchit d'héberger la duchesse de Saint-Clair et avait gagné à la place la réputation d'une femme qui avait maltraité une parente qui s'était révélée plus digne que quiconque ne l'avait imaginé. Les yeux de Catherine rencontrèrent ceux d'Eleanor un bref instant à travers le théâtre bondé, et Eleanor inclina la tête dans un geste qui n'était ni triomphant ni cruel, mais qui reconnaissait simplement la vaste distance qui séparait désormais leur position. Puis elle reporta son attention sur Alexander, qui la regardait avec amour et fierté, et qui lui prit la main alors que les lumières s'éteignaient et que la musique commençait. L'opéra était magnifique, et Eleanor se perdit dans la représentation, ne luttant plus pour respirer ni ne se souhaitant invisible, mais assise à côté de son mari dans un confort et une sécurité parfaite. Lorsque l'entracte arriva et qu'ils sortirent dans le couloir, elle fut accueillie par des révérences respectueuses et de chaleureuses félicitations pour l'école qu'elle avait créée pour les filles des fermiers, un projet qui avait déjà attiré l'attention et l'admiration des cercles réformistes de Londres. En marchant dans ces mêmes couloirs, où elle avait autrefois été portée, inconsciente et débraillée dans les bras d'Alexander, Eleanor réfléchit à l'étrange miséricorde du destin qui l'avait amenée au bord de la mort pour la conduire à une vie plus pleine et plus déterminée que tout ce qu'elle avait osé imaginer. Elle pensa à toutes les femmes qui, même maintenant, se trouvaient dans des positions similaires d'impuissance et d'invisibilité, et elle résolut d'utiliser sa nouvelle position pour défendre ceux que la société négligeait, tout comme elle avait été négligée autrefois. Alors que la soirée touchait à sa fin, et qu'elle et Alexander se préparaient à partir, Eleanor s'arrêta en haut du grand escalier et regarda en arrière le théâtre scintillant où sa vie avait irrévocablement changé. Alexander se pencha pour lui murmurer qu'il l'aimait et qu'il remerciait le ciel chaque jour pour la chance qu'il avait amenée dans sa vie. Eleanor sourit, prit son bras et s'avança dans la nuit, sachant que son histoire était la preuve que la transformation est toujours possible, que la vraie valeur sera finalement reconnue par ceux qui ont des yeux pour voir, et qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, lorsque l'amour et le courage s'alignent pour réécrire ce qui semblait un destin immuable.